L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'offrir un bon verre de vin, passer un coup de fil à SOS Amitié et découvrir la nouvelle expo Doineau, photographe de légende au couvent Sainte-Cécile. Et pour parler de ces sujets, je reçois Alain Gatteron, l'organisateur du festival Le Millésime. Bonjour. Bonjour. Un festival qui mêle l'œnologie et la musique classique. À côté de vous, Denis Baudouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Amitié Isère qui fête cette semaine ses 50 ans. On en parlera tout à l'heure. Et puis deux autres invités sur ce plateau, Annette Doineau et Francine Deroudy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux les sœurs du célèbre photographe Robert Doineau. Vous êtes de passage à Grenoble pour l'inauguration d'une exposition qui, lui, est consacrée au couvent Sainte-Cécile, le siège des éditions Glénat. Une expo accompagnée également de ce livre qui vient de sortir. Alors avec en couverture, on ne vous reconnaît pas forcément très bien, Annette, mais c'est vous là, à l'époque. Alors c'est moi à l'époque, Toulon, 1949. Ah, bien sûr. Vous me l'enlevez de la bouche. Robert Doineau, je le disais, c'est un nom qui frappe les esprits encore aujourd'hui. Comment vous expliquez que votre papa, Francine, ait encore une telle notoriété une vingtaine d'années après sa mort? Je crois, mais bon, c'est une tentative d'explication. Je crois que c'est parce que c'est une photo qui fait du bien. C'est quelqu'un qui avait un regard d'une très grande empathie sur les autres, qui aimait les autres, qui n'avait aucune hauteur par rapport au sujet photographié et qui donc continue à faire du bien. Et je crois que les gens aiment bien qu'on leur fasse du bien. Il faut trouver les choses simples de la vie quotidienne. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui pensait qu'il était toujours temps de rallumer les étoiles, qu'il ne fallait pas aller bien loin pour trouver des choses merveilleuses. Et que dans le petit quotidien le plus ordinaire, il y avait des étoiles. C'est lui qu'on vient de voir en photo, un autoportrait. Il avait inventé le selfie bien avant l'heure en se photographiant lui-même. Annette, il y a une photo qui le symbolise, en tout cas aux yeux du grand public. C'est ce fameux baiser de l'hôtel de ville qui a fait le tour du monde. Oui, le tour du monde. Et c'est vrai que dès qu'on cite son nom, c'est associé au baiser de l'hôtel de ville. Mais il ne faut pas que ça cache que l'arbre cache la forêt. Et je pense qu'il a fait beaucoup d'autres photographies. Alors, Robert Doineau aimait aussi beaucoup notre région, les Alpes, puisqu'il y a quelques années, il lui a consacré, vous lui avez consacré une exposition ici à Grenoble, au musée de l'Ancien Évêché. C'était en 2012. Les Alpes, c'était un lieu de villégiature pour votre famille? C'était un lieu de villégiature, mais c'était surtout, c'est ce qu'on montrait dans ce livre, comme on montre aujourd'hui d'ailleurs dans le livre sur la mer, c'est que tout était sujet pour lui. C'est-à-dire qu'il travaillait en commande, essentiellement, et à partir du moment où on le lançait sur un sujet, ça le passionnait. Et il ramenait beaucoup d'images. Et il n'était ni spécialiste des Alpes, ni spécialiste de la mer, mais dans les 450 000 négatifs qui sont à l'atelier, on peut trouver de quoi faire des livres et encore des livres, et sur des sujets les plus invraisemblables le concernant. Donc, preuve de cette notoriété, c'est aujourd'hui l'exposition du musée de l'Ancien Évêché à Grenoble qui a battu le record d'affluence avec plus de 100 000 visiteurs à l'époque pour aller voir les photographies de votre père. Donc après la montagne, c'est Annette la mer qui va être de nouveau à l'honneur dans la capitale des Alpes. C'est une idée au départ d'Isabelle Fortis qui avait trouvé que l'idée de la montagne était bien, mais qu'il faudrait peut-être avoir voyant toutes nos archives, elle pensait qu'il y avait qui est vraiment mine d'or, qu'il y avait quelque chose à trouver là, sur la mer. Et elle nous a proposé de faire le livre et l'expo sur la mer. Alors cette expo, elle est à voir, non pas au musée de l'Ancien Évêché, mais au siège des éditions Glénat, où travaille Isabelle Fortis. Ça sont des images toutes fraîches, elles ont été faites ce matin. Vous avez participé à la réalisation d'une exposition, vous avez un regard à chaque fois que les œuvres de votre père? Toujours beaucoup, bien entendu, dès que quelque chose se monte. Mais c'est effectivement une idée au départ d'Isabelle Fortis. Et puis, elle a eu la très bonne idée de demander à Angelina Meeslem, qui est alors la génération de nos filles, quelqu'un de beaucoup plus jeune et qui est une historienne de la mer,
et spécialiste aussi de la photographie, de se pencher sur ces photos et d'y ajouter un sens en ayant une réflexion sur l'histoire de la photographie et l'histoire de la photographie de mer. Alors, on a, j'allais dire, toutes les côtes françaises représentées, Annette, dans cette exposition. Toutes les époques aussi, surtout l'après-guerre, évidemment. Alors c'est très divers parce qu'il y a la vie de famille, enfin, bon, ce qui était la plage avec nous, qui avons été utilisés beaucoup comme enfants modèles. et d'autre part, alors les commandes de travail, les pêcheurs, enfin des photos beaucoup plus lourdes que la vie de famille. Mais tout ça fait un ensemble cohérent. On sait bien d'avoir des enfants modèles quand on est papa. Je suivrai le modèle de la famille Doisneau. Je referme la parenthèse. Ces photos, ces tranches de vie, c'est aussi votre vie intime, votre vie familiale, non ? Non. C'est du mentir vrai, c'est-à-dire que ce sont quand même des photos qui sont prises dans le courant de nos vacances, mais c'est pas vraiment des photos intimes, c'est des photos... Lui n'aimait pas se mettre en maillot de bain, il n'aimait pas passer une journée à la plage. Quand il était en vacances, il n'avait qu'une idée, c'est de travailler. Et donc, quand il arrivait sur la plage où nous étions en train de jouer, c'était avec une idée professionnelle tout à fait élaborée, et donc il avait son sac à photos et la prise de vue commençait. Donc ce sont des photos de prise de vue destinées à l'agence qu'il représentait, qui était l'agence Raffo, et dans laquelle il avait le soin de remplir enfants bord de mer, enfants vacances, pâté de sable, etc. Donc c'est quand même des photos qui sont faites par un photographe pour une utilisation de reproduction presse. Bon, quand on est passionné, en fait, on travaille, on va dire, 24 heures sur 24, j'imagine. Sur cette dernière photo, c'est une de vous deux, Annette, donc avec votre maman. Absolument. Et il l'a beaucoup photographiée jeune. Il y a des très belles photos d'elle. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait à faire un beau sujet là. Mais là, c'était à Toulon, en 1949. Nous étions en vacances avec le monsieur qui est devenu directeur de l'agence Raffo, Raymond Grosset, chez son oncle, en vacances. Non, son cousin, je crois. Et voilà, il y a eu cette photo sur le ponton. Et c'est une photo, moi, que j'aime beaucoup parce que je n'ai qu'une photo de moi chez moi, dans mon appartement. Et j'avais choisi celle-ci. Bon, là, on vous voit avec, non pas votre sœur, mais une copine de l'époque. Une amie, absolument. Là, c'est l'île de Ré. Parce qu'on a fait des grands voyages, quand même. Il avait aussi une relation particulière, Francine, avec un musicien de l'époque qui s'appelait Maurice Baquet, qui était très connu, notamment avec sa violoncelle. Robert Doisneau l'avait photographié dans son paysage montagnard qu'aimait beaucoup Maurice Baquet, mais on le retrouve aussi dans cette expo à travers une photo. C'était une amitié fraternelle, et c'est en plus, Maurice était donc comédien, violoncelliste, montagnard, il appartenait à l'équipe de France de ski. Et c'était un modèle absolument merveilleux. Donc, ils avaient une complicité formidable. Et pendant 30 ans, ils ont fait des prises de vue, mais très, très élaborées. Ils ont énormément travaillé pour un ouvrage d'édition qui a été refusé par un nombre d'éditeurs incalculables et qui est sorti au bout de 30 ans. Et qui nous permettent encore d'avoir un réservoir d'images inédites absolument fantastiques. Donc vous avez dans vos archives encore de quoi faire beaucoup d'expositions comme ça, sur des clichés qu'on n'a pas encore vus. Vous n'avez pas fini de nous voir. Beaucoup de livres, beaucoup d'expositions, ça c'est sûr. Bon, il faut quand même trouver un bon sujet, il faut approfondir. Là, le sujet de la mer, en tout cas, c'est un sujet qui parle à tout le monde, et notamment sur ces lieux de villégiature. C'est à voir donc, jusqu'au 19 janvier 2019 au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, c'est rue Servan, c'est le siège des éditions Glénat. Il y aura également des animations tout au long de ces 2 mois d'exposition et pendant les vacances de Toussaint, puisque ça approche. Il y aura des ateliers pour les enfants, les 6-12 ans, qui vont découvrir l'exposition, puis apprendre aussi à photographier. On ne pourra pas y aller alors. À mon avis, vous êtes peut-être un peu limité. Avec une petite perruque, un peu de maquillage, ça peut peut-être passer dans le créneau. Mais vous êtes invitée permanente. C'est le 29, 30 et 31 octobre, notamment pour les créneaux qui sont encore disponibles. Vous avez les infos sur le site des éditions Glénat. Ces 450 000 négatifs, aujourd'hui, ils sont où? La richesse de la famille Doisneau Ils sont à l'atelier, c'est-à-dire que c'est l'appartement de famille que nous avons transformé en atelier Robert Doisneau. Nous travaillons quotidiennement, ma sœur et moi. Francine, est-ce que vous aimez le vin et la musique?
Les deux. Les deux. En général. Eh ben, ça tombe très bien que vous aimiez les deux, puisque c'est un mariage qui fait bon ménage à Grenoble depuis maintenant 24 ans. Alain, c'est ça? 24e édition. Alain qui organise le festival Le Millésime. Alors c'est un festival un peu particulier dans l'histoire de Télé Grenoble, puisque Alain a été le premier invité de la chaîne, la première émission en 2005, non? C'est nous qui vous avons invité. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la première émission de Télé Grenoble, on n'avait pas encore de studio. On allait à droite et à gauche pour monter un plateau et faire nos émissions chaque soir. Et la première de cette saison 2005, elle s'est faite, on voit les images avec Alain. Il n'a pas vieilli en fait, 13 ans en arrière. Non, c'est... Voilà. Et toi, on te voit aussi Moi, j'ai coupé les images où on me voyait. C'est moi qui suis à la manœuvre de l'émission, donc je choisis ce que j'ai envie de montrer aux téléspectateurs. Mais voilà, pour le clin d'œil, c'était le 20 octobre 2005, place Victor Hugo, sous un chapiteau. On avait poussé les bouteilles de vin pour lancer Télé Grenoble et on avait évidemment Alain à l'honneur de cette première émission. On les avait pas poussés, on les avait mis sous la table. Ouais, je crois que c'était ça. Ou on les avait vidés peut-être juste avant de démarrer pour se donner du courage, en ce qui me concerne en tout cas. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis l'époque. L'événement non plus. Si, l'événement a énormément évolué. Il a grandi. Oh oui, quand on a commencé il y a 24 ans, ça durait 2 jours en fait. Maintenant, ça dure 17 jours, plus des avant-premières avant le début le principe des avant-premières. Hein. Donc, tu vois, en durée, la durée a beaucoup augmenté. Bien sûr, en fréquentation aussi. On a doublé dans les 10 dernières années à peu près, quoi. Mais maintenant, je crois que c'est une des principales manifestations culturelles à Grenoble. Enfin, je ne sais pas très bien dire, à vrai dire. Je crois que c'est après le cabaret frappé. Ouais, vous avez plus de 15 000 spectateurs sur l'ensemble de et ce que les Grenoblois ne savent pas, c'est que c'est le premier festival œnophile de France et peut-être même d'Europe. Les Grenoblois ne le savent pas du tout. Mais par contre, les Suisses, les Irlandais, tout ça, ils le savent. Hein. Bon, en tout cas, les téléspectateurs de Télé Grenoble qui regardent l'émission maintenant le savent. Ils ne pourront pas l'ignorer. Le temps fort, même si l'événement a commencé depuis le début du mois d'octobre, le temps fort, c'est les jours qui arrivent à partir de jeudi sur la place Victor Hugo. Oui, alors, c'est vrai que c'est resté l'événement historique, le village vigneron, dans le cadre du festival, mais c'est vrai qu'il y a des temps assez forts quand même, parce qu'on commence le festival par un concert symphonique avec 97 musiciens et 1500 personnes sur la place Saint-André. En plein air. On ne peut pas dire que ce soit un temps faible. Non. Ou une randonnée gourmande sur la Bastille le lendemain, pareil, où on est environ 400 randonneurs gourmands et mélomanes. Donc ça aussi, c'est quand même un gros événement. Après, c'est vrai qu'on a des soirées qui sont de dimension plus réduite dans les salles de spectacle de toute l'agglo pendant les 17 jours qui suivent. Et puis, donc, on termine sur la place Victor Hugo pour 3 jours et demi, comme ce jeudi. Rendez-vous jeudi, place Victor Hugo. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, place Victor Hugo avec les images qu'on est en train de voir, on comprend un peu le principe. Ouais, alors, on comprend une chose, c'est la dégustation-vente, mais c'est peut-être ce qui est le plus commun, parce que ça, c'est ce qu'on va trouver dans un salon ou un marché au vin. Hein. Ce qui est déjà un petit peu moins, c'est qu'il y aura environ une quarantaine de concerts sur la scène centrale. Donc avec une grosse dominante quand même de musique classique, grand répertoire, mais toujours 2 ensembles de jazz dans les fins de journée. Et puis ce qui est là pour le coup vraiment unique en France, c'est qu'il y aura 53 dégustations dans 6 chapiteaux différents. Donc des dégustations qui sont commentées, organisées par quelqu'un qui a carte blanche pour choisir ses vins. On choisit le thème avec lui bien sûr, et puis parfois on fait venir des gens d'un petit peu loin pour traiter un thème œnophile. Et ça, c'est un petit peu votre chasse gardée, votre marque de fabrique. Oui, non, maintenant, il y a d'autres manifestations qui sont un petit peu venues sur ce terrain-là. Et tant mieux, d'ailleurs, parce qu'on se sentait un peu isolé. Quand on disait festival d'œnologie, les gens nous disaient « Ah oui, salon des vins ». Non, pas exactement. Un festival musical, c'est un programme de concert. Un festival d'œnologie, c'est un programme de dégustation. Voilà. Le mariage des deux, en tout cas, réussi. Vous rendez hommage, en plus, chaque année, à des musiciens qui ont un lien avec le numéro de l'année en cours. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, on essaie de couvrir les 4 derniers siècles. Tiens, là, je suis en train de voir les images du concert de Venon samedi dernier. Très, très beau concert avec un Stabat Mater de Pergolèse. On s'est régalé. Alors oui, pour répondre à ta question, c'était quoi la question déjà ? C'est que vous rendez chaque année hommage à des musiciens qui ont un lien avec l'année en cours. Alors oui, on essaye de couvrir les 4 derniers siècles de l'histoire de la musique. Alors on retient les centenaires et les cinquantenaires pour des naissances, des morts ou des grandes premières musicales. Pour les 4 derniers siècles, sauf le XXe siècle où on fait tous les 10 ans pour trouver plus de dates. Et on choisit 6 musiciens. Alors tu sais pourquoi on choisit 6 musiciens ? Non. Parce qu'une boîte, on grave un verre pour chacun des musiciens à l'honneur l'année, et une boîte c'est 6 verres. Donc c'est 6 musiciens chaque année.
Donc le programme des festivités, il est sur le site internet du Millésime. Il y a encore des concerts. Il y en a un qui me tient à cœur, c'est celui de Frédéric Isolata, samedi après-midi. Voilà, un grand pianiste qui nous vient de Marseille, tout à fait. qui montera pour l'occasion régaler le public. Il y aura les deux frères Isoleta qui joueront le même jour. Et Frédéric. Voilà, Jean-Philippe fera un ciné-concert entre midi et 2. C'est les vins de Savoie qui sont à l'honneur de cette édition 2018. Oui, alors ça, on en est assez content. Moi, en fait, la Savoie, c'est une région que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que je la connais particulièrement pour des raisons de proximité, mais aussi c'est une région que je trouve magnifique en termes de tourisme. Et j'ai un plaisir à goûter leurs vins qui sont un petit peu décalés par rapport à un goût qui a été dominant dans les 10 dernières années, un petit peu ce qu'on va dire un goût par cœur, quoi. Si tu vois un type de vin, c'est pas du tout leur typicité. Et j'ai envie de faire partager ce plaisir que j'ai. Sauf que c'est des rapports qualité-prix incroyables parce que les gens n'imaginent pas que la Savoie... Oui, c'est pas considéré comme un vin haut de gamme qu'on achète très cher. Ceci dit, de plus en plus, on a eu, par exemple récemment, il y a eu un article dans la Revue des Vins de France où la Revue des Vins de France vient de découvrir qu'il y avait des grands vins rouges en Savoie. Mais c'est bien, ils ont raison, ils progressent. Je les encourage. Bon, alors, on sent la petite pointe, mais c'est bien. Il faut de temps en temps taquiner les confrères. Il y a du bon vin en Savoie. Est-ce qu'on fait du bon vin aussi chez nous, ici, sur le territoire isérois ? Et oui. Alors, tu sais, le Millésime est l'organisateur du concours des vins de l'Isère tous les ans, qui se déroule au mois de mai-juin à peu près. En général, on s'installe au Clos des Capucins, on invite des jurys d'un petit peu partout, des gens y compris extérieurs au département, et puis on leur soumet les échantillons du millésime, des millésimes disponibles. Et on s'aperçoit que le niveau monte en Isère. Il y a de nouveaux viticulteurs qui sont en train d'arriver, qui se passionnent pour les cépages anciens. Donc du coup, c'est tout un renouveau. Beaucoup s'installent en bio aussi. Et puis progressivement, on s'aperçoit qu'on a abandonné des cépages pour de très mauvaises raisons. Genre, ils n'étaient pas assez productifs en volume, alors que maintenant, c'est plus du tout l'enjeu. Maintenant, c'est la qualité. Et que probablement, on a 1 ou 2 grands cépages en Isère endogènes. Et rendez-vous dans 10 ans ou dans 20 ans, peut-être pour voir des choses qui auront acquis une renommée exceptionnelle. Moi, je ne serais pas du tout étonné que par exemple, des vins basés sur des verdès soient très, très réputés dans 10 ou 20 ans, quand ils auront pris le temps de se développer, qu'on ait de plus en plus d'expérience sur ces cépages. Quand on voit la qualité potentielle qu'on a dans ces vins, rendez-vous. Eh bien, le rendez-vous est pris. Alain, peut-être avant 10 ans quand même, on aura l'occasion de se revoir et de reparler de cet événement. On se régale déjà aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis il y a des vignes qui sont apparues là, depuis quelques temps sur les contreforts de la Bastille, donc peut-être qu'il y aura aussi du vin pur grenoblois. Notamment de la Verdès, bien sûr. Parce que Laurent Gras, bien sûr, il est malin et il a bien compris que c'était très très intéressant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le vin, qui d'ailleurs siégeait jusque-là souvent dans les jurys du concours, mais qui ne pourra plus le faire parce qu'il va devenir producteur. Ah bah oui, il ne peut pas être à la fois jury et concurrent. Il y aura un problème d'éthique. Ouais. Donc Laurent Gras, qui est le chef du restaurant Le Père Gras, situé au sommet de la Bastille, et qui a replanté un peu de vigne en dessous de son restaurant. Bon, un petit verre de vin, parfois ça peut aider à se remonter le moral. Il ne faut pas en abuser quand même, évidemment. Il y a une autre solution aussi quand on n'a pas trop le moral, c'est de passer un coup de fil. Allô, Détresse Amitié. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Bon, voilà, le petit clin d'œil à un film culte de niche. Je suis obligé de le faire parce qu'il a bercé mon enfance, ce film, et celle de beaucoup de gens de ma génération. Le Père Noël est une ordure, qui mettait en scène les bénévoles de SOS Amitié en train d'essayer de passer un Noël tout en gérant les appels de détresse. Qui mettait une certaine forme d'écoute qui n'est pas du tout celle de SOS Amitié. Ce film, en tout cas, a fait beaucoup pour la notoriété de votre... Ce film a fait beaucoup pour la notoriété, c'est sûr. Mais je pense qu'il a fait du mal parce qu'il a donné une image vieillotte de cette association qui évolue et qui maintenant fait toujours de l'écoute par téléphone, mais qui en fait par chat, par Internet, et ce qui permet de toucher beaucoup de jeunes actuellement, beaucoup plus de jeunes. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire qu'effectivement, avec tous les moyens de communication, c'est un service obsolète. Ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez eu plus de 20% d'appels l'an dernier par rapport à l'année précédente. Je crois qu'en Isère, ça représente pas loin de 15 000 appels téléphoniques sur votre... Sur l'année, oui. Pour l'Isère, 15 000 appels. Ces gens qui vous appellent, ils viennent d'où? Alors, il y a une fausse idée.
c'est de dire, bon, ce sont des gens qui sont dans la misère, ou misère visible, j'entends, mais pas du tout. Enfin, il y en a, évidemment, il y en a beaucoup, hélas. Mais nous avons des appels vraiment de tout milieu, de toutes conditions. C'est vraiment pas ciblé sur une catégorie de personnes. Particulière. D'ailleurs, comme j'ai dit, bon, il y a souvent de misère, de la solitude. Ça, la solitude, c'est très fort. Des problèmes de misère, d'argent, si je puis dire aussi, qui peuvent entraîner la suite et aller plus loin. Mais il y a des misères de solitude avec des gens fortunés, qu'on sent fortunés. Hein. C'est totalement anonyme. On n'a pas on n'a pas les noms des personnes, ça, heureusement. Alors pour illustrer ça, l'association a produit des petits clips. On en voit un extrait qui est bien fait d'ailleurs. Hein, en parallèle, très parlant. La vie, on va dire, affichée des gens et puis la vie réelle, souvent plus intime et difficile à exprimer. Quand on vous appelle, vous êtes là uniquement pour écouter ou la mission va des fois au-delà ? Non, on est là pour écouter. Pour aider les personnes à parler, à sortir ce qu'ils ont en eux, mais pas pour donner conseil. D'accord, vous ne les renvoyez pas sur d'autres services ou sur d'autres structures, vous êtes vraiment une oreille. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel dans des cas très, très précis. Alors, vous me dites que tout le monde appelle, toutes les personnes âgées, jeunes, riches, pas riches, etc. Qui écoutent qui sont ces Alors, bénévoles ? les appelants, nous sommes tous des bénévoles. Plutôt en majorité retraités, parce qu'il y a une question de temps, mais il y a aussi des jeunes, et ça fait très plaisir de voir des jeunes qui viennent là. Le problème avec les jeunes, si je puis dire, entre guillemets, c'est qu'ils sont amenés à bouger professionnellement et autres, d'où un turnover important, d'où notre besoin de retrouver en permanence des bénévoles. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de personnes qui pourraient s'investir mais comme beaucoup d'associations, sachant que la nôtre est quand même plus exigeante par rapport à d'autres associations où on vient un peu comme on veut. Oui, parce que là, le service fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout à fait. Comment c'est possible d'avoir une permanence quotidienne possible Alors déjà, une chose claire, c'est pas possible de répondre à tout le monde. On est loin de répondre à tout le monde. Il faudrait, je crois, 500 bénévoles de plus au niveau France pour pouvoir répondre à tout le monde. Sur Grenoble, enfin, on a 3 sites, Grenoble, Voiron et Bourgoin, 3 lieux d'écoute. Pour les 3, on cherche du monde. Nous sommes entre 35 et 40. Il faudrait que nous montions à 50 pour avoir une bonne couverture. Les bénévoles qui viennent taper à votre porte, vous les formez à ce genre de travail ? Ça, les mains dans les poches. Parce que déjà, on se fait tous une idée, mais ça demande une très grosse formation. Nous sommes heureusement très bien encadrés par des psychologues, des psychiatres. Formation avant l'écoute, pendant un certain temps, et après, nous avons des débriefings tous les mois en groupe avec des psychologues, parce qu'il y a effectivement des cas de figure où on a des choses qu'on a du mal à garder pour soi, qui sont lourdes. Mais je tiens à faire remarquer qu'on a quand même beaucoup de choses, d'appels et de retours magnifiques. Ce qui nous motive. Moi, la motivation, là, c'est quand vous avez quelqu'un qui au téléphone qui vous dit « Écoutez, si je suis encore là, c'est grâce à vous ». Déjà, c'est pas vous l'appelant personnellement, c'est grâce à SOS Amitié, où on a des réflexions mais qui nous remplissent, qui nous donnent une forte motivation. Et en plus, pour moi, je trouve ça très enrichissant, parce que j'estime avoir du temps à donner aux autres, et enrichissant personnellement, de par ces contacts que nous avons entre nous, mais aussi par les remerciements, les retours qu'on a, les statistiques qu'on voit, on peut penser qu'on a quand même une influence, une aide sur les personnes suicidaires, disons. Alors, vous fêtez vos 50 ans cette semaine. Ça se passera ce samedi à partir de 15h à l'auditorium de la Maison du Tourisme. À l'auditorium de l'Office du Tourisme, oui. Donc, il y aura une conférence à laquelle viendront notre directeur de la Fédération nationale à Paris, Alain Mathieu, notre parrain,
qui fait l'effort de venir, parce que ce dont je le remercie vraiment, c'est le comédien Christophe c'est Malavoie. Christophe Malavoie qui est en tournée avec une pièce Fausse Note que je vous recommande, que j'ai vue à Paris, et qui va être donnée dans la région en janvier. Et avec Pierre Reboul, encore une personne extraordinaire qui a sorti, il a sorti plusieurs livres, qui est là et qui nous aide beaucoup, qui est très fort, et qui sera là à cette présentation. Le but de cette conférence, c'est de parler de SOS Amitié, faire connaître SOS Amitié, tant au niveau écoutant, recherche de bénévoles, que d'appelant pour décomplexer. Quand on parle aux gens, je suis SOS Amitié. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour vous, mais peut-être qu'autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui... parce que les personnes qui n'arrivent pas à parler, on en connaît tous. Enfin, on s'en rend pas compte, tous. Et cette conférence sera basée sur le thème de l'écoute. Parfait. 09 72 39 40 50, c'est le numéro des SOS Amitié, où que vous soyez en France. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Demain, on aura le chanteur Vincent Niclot qui sera de passage à Grenoble. On parlera également des vacances avec le Festival du film pour enfants et du Grenoble Equiden Marathon en relais. Bonne soirée à tous. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.